Bonsoir à tous. En cette journée difficile de Yom HaZikaron où le peuple d'Israël s'unit en pensée avec ses enfants tombés pour le protéger, nous avons le privilège de rencontrer le papa d'une légende d'Israël. Monsieur Ilan Moreno, qui a eu la gentillesse de nous accueillir chez lui, bien tard dans la nuit, et avec un immense sourire, est le papa d'Emmanuel Moreno, Zecher Tzadik Livracha. La simple mention du nom d'Emmanuel allume une étincelle d'admiration dans l'œil de chaque Israélien qui l'entend. Né à Paris en France, Emmanuel Moreno deviendra lieutenant-colonel d'une des plus prestigieuses unités au monde, la Sayeret Matkal, soit le commando de l'état-major de Tsahal, l'armée de défense d'Israël. Il est un des officiers, voire l'officier, ayant participé au plus d'opérations secrètes de la Sayeret Matkal. Pour cette raison, aujourd'hui encore, 15 ans après être tombé au champ d'honneur, la publication de sa photo reste interdite. Avec son père ce soir, nous essayerons de percevoir ne serait-ce que quelques étincelles de la flamme immense d'un homme admirable, qui est un héros d'Israël, mais aussi un juste, attaché à la Torah de tout son être, à la personnalité qui inspira tout celui qu'il connaissait. Alors, Monsieur Moreno, Erev Tov U'Mevorach. Bonsoir au public français. Vous vivez en France, à Paris, en 1971, né Emmanuel. Vous faites votre alia ici en Israël en 1972, à Jérusalem. La question que je vous pose, qui était cet enfant qui allait devenir une telle personnalité? En vérité, de nos 5 fils, Emmanuel est l'enfant le plus réservé. Emmanuel était un garçon attaché à la maison. Il était la fille de la maison. Nous n'avions pas de fille. 5 garçons. Et donc, il nous fallait une fille. Emmanuel s'y est proposé, si j'ose dire, pour faire la vaisselle, pour laver le parterre, pour repasser. Enfin, en fait, finalement, Emmanuel a fait toutes les tâches qu'une bonne fille de famille aurait faites. C'est Emmanuel. C'est là qu'il va apprendre la simplicité, l'humilité. C'est en faisant des tâches comme ça, alors que les frères sont déjà à l'armée, font la guerre du Liban. L'aîné, qui est Rav aujourd'hui, était dans la première année de la guerre du Liban, la première guerre du Liban, sont dans une très bonne unité. Son frère à Sayed Golani, aussi au Liban, le troisième. Emmanuel a grandi dans une ambiance où on aurait pu imaginer que le mieux à faire, c'était de prendre un fusil et d'aller se battre. Non, il aidait sa mère, il prenait un balai, et à la maison, on l'appelait Ishamatate, l'homme au balai. Malgré tout, il reste quelqu'un qui a toujours la main tendue vers les plus faibles. C'est ceux qui arrivent dans sa classe, ceux qui sont rejetés, c'est lui qui les accueille, c'est lui qui les prend sous son aile. Dans sa classe, à l'école, dans le quartier, des voisins, il est là à les accompagner, à les protéger, à les aider. Et le tout avec le sourire, très discrètement. Son frère raconte d'ailleurs que lorsqu'il est à la yeshiva, il va être à la yeshiva de Eli, il y a même un voleur qui arrive et qui sévit dans l'internat de la yeshiva. Et le soir de Rosh Hashanah, ils vont se cacher, ils vont attraper le voleur. Et qu'est-ce qu'ils vont lui faire à ce moment-là, à cette personne qui dévalise toutes les armoires des gens? Emmanuel va l'amener à faire tchouva. Comment on fait une chose pareille? En rendant ce qui a été volé, en ne recommençant pas. Il commence donc à se préparer à l'armée, à la yeshiva, et il incorpore Tsahal, donc l'armée, en 1990. Il se nomme volontaire, il se propose volontaire comme participant à la Sayeret Matkal, donc le commando de l'état-major de l'État d'Israël. En réalité, Emmanuel se destinait à être Golani. Il n'imaginait pas un instant qu'il accepterait d'être dans la Sayeret Matkal, qui est une unité d'élite. Emmanuel ne s'est jamais vu comme faisant partie de l'élite. Il refusait du reste cette dénomination, et de telle sorte qu'il envisageait, il a tout fait pour être Golani. Si ce n'était la pression de la famille, des amis, et de tout l'environnement en disant « tu as été accepté, choisi par eux, accepté par eux, vas-y ». Celui qui l'a convaincu, c'est le Rav de la yeshiva de Eli, qui était là où Emmanuel étudiait pour la seconde année de la vie de Eli. Eli venait d'être créé, en lui disant « si tu as la Sayeret Matkal, tu pourras avoir une influence autour de toi comme chagrir de Torah Israël ». Comme ambassadeur de la Torah. Et ça va être son plus beau titre puisque il va accumuler les titres, il va accumuler les barrettes, il va mener une carrière brillante. Il rentre en Sayeret Matkal, il progresse au fur et à mesure, il va aussi passer un diplôme de droit, il va travailler pour le Shabak, l'équivalent aujourd'hui de la DGSI ou de la DST en France. Il va même atteindre le grade de Sgan Alouf, lieutenant-colonel. Qui est le grade le plus élevé de l'unité. Des dizaines d'opérations secrètes que nous ne pouvons pas détailler ici.
on n'en connaît que quelques-unes, desquelles vous allez essayer de nous parler. Alors, il y a tout d'abord cette opération qu'on a appelée le Mifta Oket Sarsi, opération d'art venimeux, en 1994. Qu'est-ce qui se passe? En 1994, 7 années sont passées depuis l'enlèvement ou la disparition de Ron Arad, pilote, navigateur dans un avion de chasse abattu dans le ciel du Liban, qui tombait au sol et capturé par des paysans, vendu par ces paysans à un bonhomme qui s'appelait Mustapha Dirani, ancien chef d'un mouvement Hamal et qui apparemment s'est installé à son compte, genre bandit de grand chemin, achète Ron Arad pour apparemment essayer de le monnayer. Les choses ne sont pas claires, n'étaient pas claires en tout cas pour nous, et on perd la trace de Ron Arad. Au moment où il est tombé, il est blessé. On suppose qu'il a été soigné, en tout cas qu'il est vivant pendant quelques années. Qu'est-il arrivé de Ron Arad? Personne ne sait. Tous les services de renseignement israéliens cherchent, ne trouvent pas. Et on prend la décision de remonter le temps en arrière, de revenir à la source, de kidnapper Mustapha Dirani. Et Emmanuel reçoit ça comme projet. Il est jeune officier. C'est son projet, bien sûr qu'il n'est pas seul à faire l'opération, mais c'est lui qui doit en monter les structures. L'opération se fait une nuit de Ramadan, entre le dernier repas et le premier repas, au moment où les gens qui jeûnent sont fatigués et dorment profondément, dans un village qui est profondément placé au cœur du Liban. Et l'idée de kidnapper Dirani, de le ramener en Israël. Je raconterai très peu de choses là-dessus, d'abord parce que tout est su en réalité sur cette opération. Je ne raconterai que ce qui concerne Emmanuel. Emmanuel est à la tête d'une unité, d'une cellule de quelques soldats qui, avec une autre cellule, va, l'une au nord, l'autre au sud, rentrer dans la maison où habite Dirani. Et nous sommes dans un village arabe, ennemi, où les enfants apprennent à tirer avec leur kalachnikov à l'âge de 12-13 ans. Tout le monde est armé. C'est-à-dire la moindre erreur, c'est tout un village qui se soulève. L'unité comprend 20-30 personnes au total. Elle est conduite par le chef de la Seine Matkal et l'ancien chef de la Seine Matkal. C'est dire quelle était l'importance de l'opération. Toute cette unité entoure le village et deux petites unités de 3-4 hommes chacune vont prendre la maison d'assaut, liquider, neutraliser les gardiens et prendre... Ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est raconté par Lior Lotan qui dirige la deuxième cellule. Il me dit, on a essayé chacun de nous d'aller plus vite que l'autre, qui arriverait le premier à la chambre il m'a dit, par hasard, on est arrivés tous les deux en même temps, nez à nez, devant la porte, et Emmanuel m'a fait comme si on était au théâtre. Il m'a dit, Bechavod, avec un grand signe comme ça, et il m'ouvre la porte comme si on était au théâtre. Et j'ai plongé sur Dirani, j'ai commencé à me battre, sa femme s'est mise à hurler. Il a sorti son pistolet de dessous le coussin, Emmanuel lui a donné un grand coup sur la tête. Puis je me bats et Emmanuel disparaît. Il me dit il s'agit de secondes très longues où je me bats avec quelqu'un qui est plus fort que moi. Et j'attends d'Emmanuel un secours. Et la femme continue à hurler. Et puis d'un coup, elle se tait. Emmanuel avait cherché et trouvé la chemise de nuit de cette dame. Elle avait entouré les épaules de la chemise de nuit et il lui a dit dans l'oreille de se taire. Et elle s'est tue. J'ai raconté ce soir cela quelque part, mais quelqu'un m'a dit oui, dans l'unité dans laquelle j'ai fait mon entraînement, on nous parlait de deux manières de régler le problème, soit une balle dans la tête, parce que ça met en danger, les crimes risquaient de réveiller le village et de mettre en danger tout le monde, soit la méthode d'Emmanuel Moreno. L'incompréhension. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème de tsniout,
Et puis, bon, c'est à la femme, si on pouvait la neutraliser sans la tuer, et pourquoi pas. La deuxième opération qu'on connaît un petit peu, on est en 2003, et un chauffeur de taxi est enlevé à Bitounia, à côté de Ramallah. Et celui qui va diriger cette opération de sauvetage, ça va être justement le lieutenant-colonel Moreno. Au moment où on apprend qu'on a trouvé les renseignements savent où se trouve ce bonhomme, dans un puits, dans un village à Betounia, mais dans un puits. L'information arrive au moment où Emmanuel est au Beth Knesset avec quelqu'un qui, lui, nous a raconté sa version, et qui est Joser Betchouva, à la suite des liens qu'il avait avec Emmanuel. Et qui nous raconte que Emmanuel a monté tout de suite une équipe de sauvetage et a nommé un jeune lieutenant pour lui diriger les 2 soldats, donc à 3, descendre tuer apparemment les ravisseurs et descendre dans le puits. Et le reste de l'équipe encercle le village. Et Emmanuel était supposé rester à l'extérieur. Et les minutes passent, il s'approche du village, Emmanuel informe par téléphone ce jeune homme en disant « Tu restes à l'arrière, c'est moi qui vais diriger l'opération. » D'accord ? Et ce garçon, plus tard, racontera « J'ai été terriblement vexé. Et j'en ai voulu terriblement Emmanuel. C'était la première fois de retour du cours d'officier où j'avais à diriger une petite opération. Et Emmanuel m'a terriblement vexé. J'en ai terriblement voulu à Emmanuel. Et les mois sont passés. Et un jour, 6h du matin, on frappe à ma porte. Et je vois Emmanuel en tenue d'officier. Non, Emmanuel n'était jamais en tenue. Alors je me suis dit, il y a peut-être la guerre, il s'est passé quelque chose. 6h du matin, j'habite très loin dans le Negev, on frappe. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, rien, il ne se passe rien. Ce soir, c'est Yom Kippour, je suis venu me demander mes là. La dernière opération que nous connaissons un tout petit peu, ça sera la dernière opération, on est en 2006, et à Baalbek. C'est la fin de la deuxième guerre du Liban, et Emmanuel gère, il y a une énorme équipe qui va mener une opération, et ça va être sa dernière opération. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Emmanuel devait partir en mission, accompagné par cette équipe. Par cette troupe, on a des centaines de personnes. Non. Il y a eu tout le monde a confondu, il y a eu 2 opérations. Une avec une centaine de personnes à Baalbek, qui s'est passée 15 jours auparavant, qui a été pas un échec, mais on n'a pas arrêté la personne qu'il fallait. Et la seconde opération se fait aussi à Baalbek. Emmanuel dirige une équipe de 26 personnes. Pas par hasard qu'il y ait 26. Non, c'est pas par hasard. À la dernière minute, il a appelé un jeune soldat qu'on a vu. Il dit, écoute, viens compléter, nous ne sommes pas 26. On est Erev Shabbat, on est le 25 Av, et il va vivre ses dernières secondes avant de tomber sous les balles ennemies. L'histoire veut qu'il y a un de ses amis qui s'appelait Stav et qui raconte comme quoi ils avaient discuté avant de partir en mission. Qu'est-ce que tu ferais s'il te restait 5 secondes à vivre? Il dit à Stav, que ferais-tu s'il te restait 5 secondes à vivre? Et Stav lui répond, je ne sais pas, je préférais qu'il n'en reste que 3 ou 2. Emmanuel lui dit non, ce sont les 5 dernières secondes que tu as à vivre, donne-leur un contenu. Parce que si tu ne donnes pas un contenu aux 5 dernières secondes que tu as à vivre, alors tu enlèves tout contenu de toute ta vie. Et alors Stav lui dit, mais toi, qu'est-ce que tu ferais, Emmanuel? Il dit, moi je dirais, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est ces secondes qui donnent un sens à toute la vie. Et c'est ce qu'il a vécu en fait pendant toute sa vie. On va essayer de se pencher un petit peu ensemble sur la personnalité de quelqu'un d'aussi grandiose. Tout d'abord, c'était un leader avant tout. Ça a été un héros. Tout le monde admire son courage, tout le monde admire son sang-froid. Certains ont même dit que lorsqu'ils l'ont rencontré, ils pensaient que c'était son Moreno. C'était pas son nom, c'était son surnom. Ils le voyaient comme Moreno, notre maître à tous. Je crois justement son humilité, mais attention, pas son silence. Il était capable d'être espiègle, capable d'humour, capable de plaisanterie. Et il avait ces 2 aspects. Un, d'entraîner au rire,
et deux, d'entraîner par son silence au sérieux. Ce qui a été admirable, c'est que ce leadership-là, cette capacité d'arriver à diriger les gens, à servir d'exemple, il l'a puisé, il l'a nourri dans le rôle qui s'était donné. Le fait d'être l'ambassadeur de la Torah dans un monde qui lui est parfois étranger, le monde de l'armée. Il s'est vu comme ambassadeur de quelque chose de spirituel à l'intérieur de l'armée. Revenu de l'opération de Mustapha Dirani, qui au début a été prise pour un succès, puisque les choses sont passées par de légères blessures, tout le monde est rentré sain et sauf, les hélicoptères se posent dans la base de l'unité, les attendent un buffet fabuleux au champagne, 6 h du matin, Shabbat. Hein. Et le chef du gouvernement, le chef d'état-major, ministre de la Défense, enfin tout le monde est là. Et les soldats descendent et on leur serre les mains l'un après l'autre. Et puis quand tout le monde descend, ils disent « Mais Emmanuel, où il est ?» Et alors quelqu'un répond « Il a couru à, je ne dirais pas où, pour essayer de trouver un minyan. » C'était samedi matin. Il y a une des épreuves de la formation qui s'appelle le Shavua Milout, où on largue les gens tout seuls, sans rien, ils n'ont rien à manger, ils n'ont pas de direction, ils doivent se débrouiller tout seuls sans que personne ne les voie. Et ça dure pendant une semaine. Ils n'ont rien à manger, il faut qu'ils volent à manger. Qu'est-ce que fait Emmanuel dans ce cas-là ? Il a un gros problème parce qu'il annonce tout de suite qu'il ne volera pas parce que voler c'est interdit et aussi couper le cou tordre le cou d'un poulet qui a été volé dans un poulailler, dans un moshav, il n'en est pas question puisqu'il ne connaissait pas la shrita et donc il mourra de faim. Et alors finalement il a trouvé une solution dont on a découvert la clé que bien plus tard, il arrivera aussi le premier à la fin de l'épreuve, et finalement, un jour, on dit « Mais comment tu as réussi alors que tu ne manges pas, tu ne voles pas ?» Alors regardez, c'est pas compliqué, la seule solution, c'était de grimper sur le toit de la Jeep du commandant de l'unité, de trouver entre la tente et les paquets, les bagages et tout, un petit nid comme ça. La nuit, je descendais, je piquais à manger, je remontais, et comme ça, j'ai pas perdu de poids, je ne suis pas fatigué, et je suis arrivé du point de départ jusqu'au point d'arrivée, parce que c'était finalement l'essentiel. Un grand cerveau, mais un grand cerveau au service d'un grand cœur. Ce qui est aussi frappant chez Emmanuel Moreno, c'est un cœur immense, un cœur qui englobe tout le monde, un cœur qui réchauffe tout le monde. Vendredi matin, avant de partir à sa dernière opération, avant d'aller au Beth Knesset, il dit à sa femme « Aujourd'hui j'ai le temps, je viens de la tefila, j'amènerai les gosses au GAN et ensuite on prendra un bon petit déjeuner ensemble. » En réalité, lorsqu'il vient de Beth Knesset, il dit « Écoute, j'ai un problème, j'ai promis à quelqu'un que j'ai rencontré au Beth Knesset de l'amener en voiture dans le nord. » Ça me dit « Mais retrouve-le, il n'a pas de téléphone, je ne sais pas qui c'est moi. J'ai fixé avec lui à quelques kilomètres d'ici, donc c'est trop tard bon. » Il part et nous avons le témoignage de cet homme-là. Après qu'Emmanuel soit tombé, il est venu pendant les Shivas nous dire qu'Emmanuel lui a donné un train, il lui a dit « Où vas-tu » Il dit « Je vais dans le nord ». Il dit « Emmanuel, moi aussi je vais vers le nord ». Ils étaient dans le sud. Et puis ils ont voyagé. Et puis à un moment, il dit « Mais où ?» Il dit « Je vais à Bnei Brak, tu peux me déposer ici ?» Il dit « Emmanuel, moi aussi je vais à Bnei Brak ». Et alors, et donc ils vont à Bnei Brak. Et ce garçon lui dit « Bon, tu peux me déposer, tu vas mettre Coca-Cola ». Il m'a dit « Non, dis-moi où est ta yeshiva ?» Il dit « Je vais à yeshiva, je crois que du Ramazout, je crois. » Il dit « Mais moi aussi, je vais là-bas. » Le bonhomme est très content. Et puis, c'est tout. Il dit « Emmanuel a été… » À destination. Il n'a pas dit un mot pendant le voyage, il était sous tension. Et puis la seule chose qu'il a dit, c'est quand je suis descendu, il a ouvert le carreau et il m'a dit « En od mi levado ». Il y a une dernière chose de laquelle on est obligé de parler, qui frappe toujours, c'est quelqu'un d'aussi brillant et en même temps aussi discret. Quelques heures, ou quelques jours en réalité, après l'enlèvement à Gaza de Gilad Shalit, quelques heures après, Emmanuel est déjà sur le terrain à chercher. Et il cherche, et il cherche, et il cherche. Et ne trouve pas. Bien sûr qu'il n'est pas rentré à Gaza avec son uniforme et ses galons. Mais de la même manière qu'il est rentré à Gaza, il en est sorti aussi après 2-3 jours. Il est rentré dans une des fortifications qui entourent israéliennes, qui entourent Gaza.
Et il se trouve à l'intérieur de cet endroit et l'attrape ce jeune officier. On dit « Qu'est-ce que tu fais en civil ?» Alors, bon, Emmanuel ne voulait pas lui expliquer d'où il vient et où il va et pour comment il a pu rentrer sans taper à la porte et demander rien à personne. Et donc, il dit « Bon, alors, va te changer. » Alors Emmanuel est allé se changer. Mais à ce moment-là, sont venus le chercher ses copains. Ils avaient rendez-vous. Donc ses copains, enfin ses amis, ou ses collègues, qui viennent et qui... Vous n'avez pas vu un de chez nous? Non. Ils vont voir le commandant de la base, il dit non, on n'a vu personne. Et alors ils cherchent, finalement ils voient ce jeune officier, il dit, tu n'aurais pas vu un bonhomme habillé en civil? Il dit oui, ben, je l'ai envoyé il s'habillait, oui. Mais alors, il dit mais tu es fou, il est lieutenant-colonel. Le pire c'est que l'autre est terrifié. Et il lui dit, mais il va me trancher la tête. Et quelle est la réponse des gens? Non, mais pas du tout, Emmanuel. Bien sûr que non. Et la dernière question que je voudrais vous poser, c'est quelque part la question d'un jeune papa, un papa plein d'expérience. Monsieur Moreno, en tant que papa, est-ce que vous pourriez nous dire comment est-ce qu'on peut former des enfants aussi admirables? D'abord, en ne les dérangeant pas. Il faut accompagner leur éducation et pas la pousser, pas les tirer, pas les jeter du lit pour aller à la tefila. Il faut faire un peu de bruit pour qu'ils se réveillent. Monsieur Moreno, Madame Moreno, merci infiniment pour votre temps, pour votre accueil chaleureux, pour votre expérience. Je conclurai juste avec une dernière tefila avec vous. J'ai entendu du Rav Lau, Rav Israël Meir Lau, grand Raman Israël, comme quoi parfois, il n'y a pas besoin d'aller sur les tombes des grands tzadikim. Comme quoi, si quelqu'un a une belle tefila à faire et qu'il en a vraiment besoin, qu'il aille à Yerushalayim, sur une montagne qui s'appelle Or Herzl, dans laquelle sont enterrés tous ces soldats qui sont tombés pour notre pays. Et là-bas, toutes les portes sont ouvertes par le mérite de ces gens. Chez Melitio Sher Aleinu, que son mérite soit une protection pour tout le clan Israël, et que du ciel il arrive à prier pour nous pour qu'on puisse voir tous ensemble, en bonne santé, la délivrance finale. Merci beaucoup à tous. C'était Nathaniel Mimoun avec Jonathan Berda pour Torah Box chez la famille Moreno. Kol Tov.